À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Alors, depuis 2014, vous êtes avec Delphine à la tête de Maison Médard, initialement l'Ardoise du Marché, un restaurant une étoile au cœur de Bouleret, un petit village berrichon. Au fil des années, vous avez développé une forte démarche éco-responsable, notamment en proposant une cuisine locale basée sur le circuit court et en entretenant un contact direct avec vos producteurs. Pour toi, le respect du vivant doit même être au cœur d'une gastronomie étoilée. Je suis impatiente d'échanger avec toi sur ces sujets et sur tes engagements. Mais avant, est-ce que tu peux déjà te présenter, ton parcours et ce qui vous a mené à l'ouverture du restaurant? Oui, bien sûr. Donc moi, Julien Médard, chef de Maison Médard, comme tu l'as dit, anciennement l'Ardoise du Marché. Parcours assez classique, CAP de cuisine, dans une auberge de campagne où j'ai démarré, hein. Retour aux sources avec les petits villages, j'aime bien les petits villages, moi. Et ensuite parcours étoilé Michelin, forcément, quelques restaurants gastronomiques. À 26 ans, je suis chef de cuisine à Strasbourg, donc assez jeune quand même, parce que j'avais justement cette volonté de vouloir faire du local il y a une quinzaine d'années. Pour moi, c'était déjà, quelque chose que j'envisageais. Le fait que je me sois installé après, c'est parce qu'avec les patrons, on n'avait pas la même vision. Moi, je cherchais du local, un maximum en Alsace. En plus, c'était plutôt facile là-bas. Et puis, en fait, on s'est pas compris, donc j'ai dit: «Bah, si elle me comprend pas, je vais monter, ma vision à moi». Et de plus en plus, je suis arrivé dans vraiment mes gènes, parce que j'ai des grands-parents agriculteurs de base, et ce zéro déchet, c'est quelque chose qu'on pratique, depuis l'enfance, hein. On jette rien, on utilise tout, et ce qui est pas utilisé va aux poules et on mange les poules. Donc voilà, c'est un peu dans le circuit que j'ai voulu représenter au restaurant. Alors après, forcément à une échelle plus grosse, parce qu'on a besoin de plus de débit. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ouais, je suis quand même assez fier de pas mettre les pieds dans un métro ou un promo cash. Ça, c'est quand même une très grosse fierté pour moi, parce que c'est vraiment des gros faiseurs et on maîtrise pas trop l'arrivage, alors que là, aujourd'hui, je peux maîtriser quasiment tous les produits qui rentrent chez moi, donc Mmh. et je sais qui est-ce que je fais vivre. Ça, c'est j'ai une tête sur l'argent à qui je le donne, Ouais, et enfin, pour moi, je pense que c'est important. d'accord. Du coup, l'année prochaine, ça va faire, 10 ans, c'est ça Mmh, que le restaurant existe? c'est ça, ouais. Et comment ta pratique du métier et le restaurant lui-même, il a évolué en 10 ans? Bah, déjà, au début, on voulait pas d'étoiles. C'était surtout ce qu'on voulait pas Ah! faire. Non, c'est pour ça que ça s'appelait l'Ardoise du Marché. À l'époque, c'était un bistrot, et moi, bah, sorti de gastro, amoureux des beaux produits, je me suis on a fait une petite carte, et puis après on faisait des suggestions avec des plats un petit peu plus recherchés, un peu plus travaillés, des produits un peu plus haut de gamme, et on s'est rendu compte qu'il y avait, beaucoup de demandes, parce que c'est cela qu'on vendait le plus. C'était pas le prix qui gênait, parce que forcément plus cher que les autres Mmh. plats, mais on s'est rendu compte que ça a marché quand même très bien, quoi. Et en 2018, ouais, en 2018, on a une première visite du guide Michelin, qui nous pose une question, enfin visite des cuisines à la fin, chose qu'ils font de temps en temps. Et il me pose la question de savoir, pourquoi, on baisserait pas les prix pour, chercher un Big Gourmand. Bah, je dis: «Ouais, mais si je baisse les prix, je baisse la qualité. Si je baisse la qualité, c'est pas ma vision. Mon but, c'était pas d'aller à métro, prendre des trucs pas chers et faire à manger». Mmh. Donc là, avec Delphine, on s'est dit: «Putain, mais qu'est-ce qu'il veut dire là, en fait?» Il y a un message derrière tout ça. Donc en fait, c'était soit on montait, soit on baissait.
et moi je suis pas du genre à baisser, donc du coup on a choisi monter. De là, en 2019, on a refait toute la salle du restaurant parce qu'on savait que c'était, le point noir, pour avoir l'étoile, même s'ils Mmh. disent que l'ambiance et la salle ne jouent pas, il y a quand même un standing à tenir un minimum quand même, Mmh. et on a fait ça, donc on a eu l'assiette Michelin 2 années de suite, et en 2021 l'étoile tout de suite, réouverture après la nouvelle salle. Donc on avait vu les choses arriver et puis recruter du personnel aussi bien sûr parce que faut un staff, qui soit quand même bien d'aplomb. Vous étiez moins nombreux avant? Ouais, j'étais tout seul. Ah oui, d'accord, J'étais tout effectivement. seul en cuisine, aujourd'hui on est 5. Delphine était seule et aujourd'hui ils sont 4, donc plus un plongeur et une femme de ménage qu'on emploie, donc on a, presque 10 salariés, aujourd'hui, ouais. D'accord et du coup, après sur le sourcing, sur ta cuisine en elle-même, elle s'est juste affirmée au fil des années? Ouais, parce que c'était super dur en fait, de pouvoir faire venir les producteurs livrent pas, ce qui est très difficile, donc il fallait aller les voir. Après, il y a une confiance qu'il faut qu'ils se créent. Il y en a qui travaillent pas avec les restaurateurs parce que, bah, on n'a pas bonne presse forcément. Tous ceux qui coulent Mmh. laissent des ardoises et ils ont pas que des bons souvenirs, donc c'était réintégrer une confiance, un travail ensemble, et puis tous les trouver parce que, mine de rien, il en faut beaucoup. Mmh. Quand on veut faire une carte qui change régulièrement, ça demande beaucoup, et puis moi, ce que je veux, c'est pas juste avoir du local. Mmh. Je veux avoir du local bien fait. Donc du bio ou du plein air ou, une alimentation, correcte, quelque chose qui, voilà, qui a du sens. C'est pas juste faire pour faire. On fait, Mmh mais on fait bien, sinon on fait pas. et ça représente à peu près combien de partenaires justement aujourd'hui? En tout cas les récurrents? Bah, les récurrents, c'est tout le temps les mêmes. J'ai trois fournisseurs au niveau du maraîchage qui tournent un petit peu suivant ce qu'ils ont, et Mmh. ensuite j'ai 3 fournisseurs de viande à côté, parce que je travaille, les viandes en gros comme, les veaux, les bœufs qui sont des grosses carcasses, on peut pas se Mmh. permettre d'acheter ça, donc là on est plutôt sur, un demi gros qui travaille que des produits locaux. Ensuite j'ai un éleveur de bufflons avec qui on travaille le bufflon, un Mmh. éleveur 2 éleveurs de volailles, un éleveur de volailles qui me fait les œufs, un éleveur de volailles qui fait les œufs de Cannes. Ensuite, on a le safran, les lentilles, un producteur de graines, un producteur de caviar. Donc ça, c'est Encar, ils sont tout seuls, sur la Sologne. Poisson, c'est un marailleur du coin qui va toutes les semaines. Le lundi, le mardi et le mercredi, ils sont sur les bords de mer pour aller chercher les poissons. Donc on a du poisson frais, toutes les semaines, ce qui est quand même assez important parce qu'on est quand même loin de la mer. Et elle est locale pour le coup. Voilà, on ne travaille pas avec un grossiste non plus. Je sais pas, peut-être que j'en oublie et j'en suis désolé pour eux, mais quand on a répertorié la dernière fois, on était à plus de 20 fournisseurs, suivant les D'accord. choses spécifiques. Donc et on compte pas les vignerons où j'en ai plus de 100 en local. Ouais, on en parlera plus tard de ça. Du coup, en parcourant, le site, les réseaux, on ressent vraiment bien l'amour que tu portes, au Berry, à ton terroir. Là, c'est le moment de faire preuve de chauvinisme, et de nous donner envie, à tous de venir visiter, le Berry. Heu, Alors ouais, nous, alors on est dans la fin du Berry, hein. Le Berry s'étend sur 2 départements, le 18 et le 36. Alors, pour moi, le vrai Berry, c'est le 36 parce que, bah, moi, ma famille, elle vient du 36, donc forcément. Et ici à Bouleret, on est vraiment dans la pointe. Quand on regarde une carte, on est vraiment pas le dernier village, mais presque. Je crois qu'il reste un village derrière nous, ah OK. et ensuite on n'est plus dans le Berry. Et ici, en fait, il y a énormément de choses, mais ils savent pas en parler, et c'est dommage. Il y a beaucoup de châteaux. On parle beaucoup des châteaux de la Loire, Amboise et tout ça, Chambord, Cheverny, Courcheverny, enfin bref, je vais pas leur faire trop de pub non plus. Et ici, en fait, on a un gros patrimoine aussi au niveau des châteaux, des parcs et jardins. Bah, il y a tout le vignoble, hein, du Sancerrois et de Mmh. Pouilly, qui s'étend jusqu'à Reuilly, donc dans le 36 où on fait, Pouilly, Sancerre, Menetou, Salon, Quincy, Reuilly. Tout ça, c'est sur le même coin que chez nous, donc en plus avec des paysages vallonnés, rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur le reste de la région Mmh. centre, où la région centre est plutôt côté Beauce, Sologne, c'est des bois. Nous, c'est plutôt des vallons avec des jolis coteaux sur le Sancerrois. On a la Loire à vélo, on a des super restaurants comme le mien, quand même. Ce qui est dommage, c'est que je suis seul étoilé aujourd'hui dans le Cher, mais bon, peut-être qu'un jour, d'autres confrères arriveront à décrocher ce Graal. Et voilà,
Il y a tellement de choses à faire. Il y a Guédelon juste à côté, parce qu'on est frontalier avec la Bourgogne. On a quand même pas mal de choses. Et Bourges avec sa cathédrale qui est quand même, magnifique aussi. Bon, bah, écoute, j'ai envie de venir, plus souvent dans le fin Berry, je sais pas comment tu dis? Est-ce que du coup dans la cuisine, tu as une sorte de plat signature, un plat symbolique un peu qui raconte, justement la région, emblématique de la région? Alors au niveau, plat emblématique, la cuisine berrichonne est plutôt une cuisine de familiale qu'on va retrouver sur les tables, nous on se fait ça en famille. Mmh. C'est le pâté berrichon, c'est le poiras, c'est des trucs bien costauds, le pâté de pommes de terre, la tourte pommes de terre, donc le pâté autruche comme ils disent, donc c'est le feuilletage avec de la pomme de terre. Heu, Nous mettre ça sur une table étoilée, c'est vraiment très riche et assez compliqué à amener. Après on amène toute la gastronomie, enfin plutôt la production locale dans l'assiette. Mmh. Quasiment chaque plat a une histoire, vient de quelque part, est construit pour des raisons, parce qu'on prend pas juste, un épinard, parce qu'il y a que ça. On prend parce que, c'est un maraîcher qui l'a fait, parce Mmh. que, on est en pleine saison, et puis on l'associe à des choses parce qu'on a envie de faire promener les gens. Ouais, on a fait des épinards avec une balade en forêt, donc on est entre les jardins et la forêt avec les champignons, qui sont faits à côté ou qu'on a ramassés cet hiver et qu'on sèche. Donc voilà, on fait toute notre production aussi comme ça, aujourd'hui, on achète quasiment plus rien, tout est fabriqué sur place. Donc ce qui est assez difficile, mais chaque année, on y arrive de mieux en mieux, donc c'est juste un entraînement à avoir, un peu plus tous les ans. Et le plat signature qu'on a chez moi, c'est plus un souvenir d'enfance que c'est l'œuf mimosa. Donc j'adore les œufs et j'adore la mayonnaise et c'est un truc qu'on mangeait, bah, tous les mercredis à la cantine. Je pense que beaucoup de gens, vont se rappeler de l'œuf mimosa à la cantine. Alors, des bons et des mauvais souvenirs pour certains peut-être, parce qu'ils étaient pas tous bons. Et voilà, ça c'est un plat qu'on décline toute l'année avec les produits du terroir, de la région ou les envies du moment. En ce moment, par exemple, on fait un œuf mimosa carotte cumin. Alors pourquoi le cumin? Parce que, bah, moi j'ai bossé un peu en Alsace et ma femme est alsacienne, donc ça fait un petit clin d'œil alsacien sur mon œuf, berrichon. Et pour en revenir du coup à vos engagements, ça se traduit d'abord par une cuisine, dont tu en parlais, respectueuse des ressources et du travail de tes producteurs, de ceux qui cultivent, qui élèvent, qui produisent. D'ailleurs sur Instagram, on voit que tu entretiens, au quotidien des liens étroits avec tes producteurs. On te voit aller chercher, justement les truffes, avec tes équipes, visiter un champ de maïs, aller à la cueillette aux champignons, faire les vendanges avec les vignes. Est-ce que c'est des habitudes que tu as, réellement, Alors oui, oui, c'est pas juste pour la photo, hein. Après, alors je peux pas me permettre d'y aller toutes les semaines, mais au Bien moins sûr. une fois par an, j'essaye d'aller les voir. Après, bah, j'ai un peu plus d'affinité que certains, donc moi les bufflettes, je les vois très souvent parce que c'est Mmh. des animaux que j'aime beaucoup. C'est très affectif, alors, j'aime bien aller là-bas, puis c'est des gens avec qui je m'entends très bien. Mmh. Tout ce qui est volaille, j'aime bien y aller quand même régulièrement pour aller voir comment ça bouge un peu. Est-ce que ce qu'il a mis en place, il continue ou est-ce qu'il dérive, parce que ça coûte cher l'alimentation, surtout avec, Mmh. tout ce qui se passe actuellement? Pas qu'ils me disent: «Bah, voilà, c'est de la céréale de chez moi» et puis en fait, au bout d'un petit moment, c'est la céréale qui vient de Chine, quoi. Mmh. Donc c'est des choses que je surveille quand même, surtout, bah, après avec la qualité de la volaille, en fait, on s'en aperçoit. Les truffes, bah, ça dure pas très longtemps, mais j'aime bien toujours aller faire un petit tour et aller à la chasse au trésor, c'est un truc assez rigolo. Donc c'est toujours agréable de trouver ces truffes, puis après je partage ça avec mes équipes parce que moi j'ai pas eu la chance de le vivre avec mes anciens chefs et je pense que voilà, de savoir comment est trouver une truffe, Mmh. bah, quand il fait -10 et qu'on met les mains dans la terre, on la respecte plus quand on la voit après dans une boîte facilement rangée dans la chambre froide. Enfin, il y a un vrai travail derrière parce qu'eux, ils ont les truffes qui arrivent, elles sont propres, nickel, mais le Mmh. le trufficulteur, il a quand même peiné à enlever toute cette terre. Après, il les a brossées une par une, canifées et puis des fois, il s'aperçoit qu'elle est morte. Donc il y a un réel travail derrière qu'il faut respecter et ça, c'est important qu'en cuisine, ils s'en aperçoivent, ouais. Et pour les vignes, pareil, on en parlera juste après, mais voilà, tu es un grand passionné de vin. C'est quelque chose aussi que tu fais, souvent, les vendanges? Alors les vendanges, nous, on fait les vendanges, je vais pas au moment des vraies vendanges, je peux pas y aller. J'essaie toujours de faire un tour. Alors moi, c'est plutôt agréable, à mon côté, je suis à la vinification, moi. Donc on goûte les raisins, après on goûte les jus et moi, je suis plutôt de ce côté-là où je veux voir la qualité des jus qui vont sortir par rapport au millésime. Ce qui me donne des fois
une vision sur ce que je vais pouvoir acheter ou pas. 2021, je savais que j'allais pas acheter beaucoup de vin parce que bon, d'une, il y en avait pas et D'accord. la qualité était pas top. Mais 2022, j'en mets plein ma cave. Donc voilà, ça me permet de voir et puis, voir un peu comment ils travaillent, raconter l'histoire parce qu'il y en a qui enfin moi je fais souvent le domaine Foissier qui est en biodynamie donc, qui a une façon de travailler qui est quand même assez extraordinaire, parce qu'il a plus de 40 hectares, 50 hectares je crois même un peu plus, et il fait tout à la main. Ah oui. Ouais, tout est fait à la main en petites caissettes, les blancs sont égrappés, enfin il y a on va pas parler techniquement du vin, on n'est pas là pour ça, mais voilà, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un travail. Moi, cueillir du raisin dans une vigne, je vois pas trop Mmh. l'intérêt, à part s'il a besoin d'un coup de main. Mais en fait, lui, il doit faire des fiches de déclaration, parce qu'il y a beaucoup de contrôles et c'est très difficile, enfin, pour nous d'y aller. Moi, je veux pas me faire payer, je veux pas c'est pas le but, c'est d'être bénévole et le bénévolat est interdit. Donc c'est pour ça qu'on va pas dans les vignes, chaque année, on veut y aller et chaque année, ça pose des problèmes et je veux pas qu'ils soient embêtés Ouais. avec l'Urssaf, pour ça. Et puis voilà, cueillir du raisin, moi je le fais après. Donc là, j'ai un autre pote, Marius, avec qui on s'est lancé dans le verjus. Donc en fait, on va dans les vignes et là, on s'en fiche parce que du coup, il y a rien de déclaré, c'est pour faire du vinaigre. Et donc du coup, on récolte tous les raisins qui sont pas mûrs. Ensuite, on les presse et on fait de notre vinaigre de vin, Ah si d'accord. si on peut appeler ça du vinaigre de vin. Parce que verjus, en fait, c'est les petits raisins qui sont tout verts et Mmh. qui sont très acides. Donc s'il y a pas de sucre dedans, ils sont pas montés à maturité et du coup, en les faisant fermenter, on arrive à avoir des vinaigres très aromatiques. Et donc du coup, cette année, on en a fait une vingtaine de litres et puis, ça a plutôt bien marché. Donc, cette année, on va refaire un peu plus et puis peut-être en vendre au restaurant, voilà, des choses qu'on fait nous-mêmes aujourd'hui. Parce que les 20 et quelques litres, tu les as utilisés dans le restaurant, dans la cuisine ou? Ouais, bien sûr, oui, oui, c'est une D'accord. production qu'on fait nous, donc, j'ai le droit de m'en servir. Mmh. D'ailleurs, il me semble que tu fais aussi un peu des sirops, des choses comme ça avec, heu Ouais, on fabrique toutes nos liqueurs, ouais. ouais, c'est ça. Toutes les liqueurs sont faites ici aussi. Alors soit sur des assemblages, soit, là, on fait une liqueur, Pinot des Charentes. J'ai voulu refaire un peu quelque chose un peu style sangria, parce qu'on a des Pinot des Charentes rosés là qui sont même plus rouges que rosés et du coup on fait, ça et puis on lui amène un petit goût de tabac avec de la cardamome noire donc comme ça fait, une liqueur un peu fumée puis un peu d'écorce d'orange dedans. Donc on fait ça, on fait des macérations avec et ensuite on fait nos cocktails rallongés de champagne et ça change, toutes les saisons, Mmh. on en fait plein. Comme les jus de fruits, pareil, il y a plus de jus de fruits, industriels chez nous. Tous les jus de fruits sont fabriqués par nos soins, en D'accord. fonction des saisons aussi. Là, on a OK. fait des jus de pomme, gingembre et poivre timur, par exemple et donc on sert ça et des limonades bio ou les limonades locales et un coca local aussi. On a le Berry Cola, on a de la chance. Mais s'il y avait pas de Berry Cola, on ne prendrait pas de Coca-Cola. Mmh. OK. Ça pose pas de problème ça? Est-ce que tu as des gens, qui enfin, Alors où ça tu vois que c'est un peut problème de pas proposer du coca? ouais, ça peut choquer, Je sais que heu, c'est un sujet, ouais, chez les restaurateurs un peu. ça peut choquer, mais moi je fais ce que je veux et j'estime que voilà, après c'est mon engagement, ça se respecte. Mmh. Moi faire venir des trucs des États-Unis ou de je sais pas d'où là, qui respectent pas l'écologie, Mmh. je sais plus combien il faut de litres pour faire un Coca-Cola, mais c'est juste monstrueux, enfin c'est n'importe quoi et puis après quand on voit pour la santé, enfin quand on voit, on nettoie des pièces de monnaie avec, ou des pièces de Mmh. voiture, imaginez vos intestins, quoi. Bon après chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis pas un consommateur de coca, je préfère une bonne bière locale, c'est beaucoup plus sain. Le houblon, on ça fait de mal à personne, mais c'est vrai que voilà, on essaye de comment dire? Enlever tout ce qui va être, de l'industriel chez nous, tout ce qui Mmh. peut être, lié à de la grosse quantité. On travaillait avec Alain Millat qui était très très bon en jus de fruits et très réputé, mais moi que ça fasse venir des pommes de je sais pas où, et non, je suis pas fan. Je suis pas fan. Moi, j'ai une production de pommes à côté de chez moi, je vais vous avouer que le jus de fruits, c'est pas ce qu'on vend le plus non plus. On passe plus de Sancerre que de jus de fruits. Donc voilà, on fabrique, 3-4 litres, après on se met ça dans des petites bouteilles qu'on Mmh. stérilise. On garde ça au frais et puis on a 1 mois et demi pour les vendre, donc ça se fait plutôt bien et ça les gens, apprécient plutôt la démarche, Mmh. de jouer le jeu jusqu'au bout parce que dire qu'on est éco-responsable, on avait le problème avec le café, on était avec Nespresso, donc quand on a eu les 2 écotapes, on s'est fait taper sur les doigts par un peu tout le monde en disant: «Ouais, c'est bien,
faut recycler tout, mais le café, c'est un peu limite. Mmh. Donc du coup, on a viré les cafés Nespresso. On travaille qu'avec du café grain, bio d'un torréfacteur local. Et après on s'est dit: «Putain, si on a le café, c'est une connerie de garder les jus de fruits, quoi». Ouais. Les jus de mangue ou jus d'abricot qui vient de je sais pas d'où, donc on s'est dit: «Bah, on va travailler les fruits de saison et puis on va s'en occuper nous». Puis après sur les cocktails, c'est pareil, on s'est dit: «C'est bien de faire des cocktails, mais acheter de la crème de cassis ou un truc comme ça». On a toujours quelque chose qui peut faire qu'on arrive à faire un truc. Après ça demande du temps, ça demande de la créativité, mais Mmh. c'est plutôt puis c'est enrichissant. Puis on peut dire que quasiment, allez, 98 des choses qui sont mises sur table chez nous sont fabriquées sur place, quoi. Ah génial. Donc pour nous, c'est quand même une grande valeur ajoutée au travail qu'on fait tous les jours en cuisine et on essaye de l'amener aussi beaucoup sur la table en salle, ouais. Bah, du coup, tu viens d'en parler, vous avez effectivement, obtenu, l'année dernière, c'est ça, la troisième écotable? Cette année cette année, la Cette année? troisième, ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie justement pour toi et est-ce que ça a un impact sur le restaurant? Alors sur la clientèle, c'est pas encore quelque chose de très connu, écotable, mais bah, pour nous, c'est une fierté forcément, 3 Mmh. écotables, ça veut dire qu'on fait les choses dans le bon sens. Ils nous aident beaucoup à nous améliorer, donc ça, c'est quand même chouette. Nous, on a mis beaucoup de choses en place. Là, ce qu'avait pêché pour avoir la troisième l'année dernière, c'est parce qu'on utilisait, de l'anguille, qui est une variété protégée et qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, chose que je D'accord. ne savais pas. Depuis, on n'a jamais refait d'anguille parce que c'est un poisson compliqué à vendre sur table chez nous. Tout ce qui est un peu poisson d'eau douce, c'est un peu voilà, il y a Christophe qui est déjà sur le créneau et je pense que si on fait tous du poisson d'eau douce à un moment moi, le premier, je préfère la Saint-Jacques aux silures. Bon après, ça c'est d'autres débats, mais donc du coup, on a essayé d'améliorer, donc on a fait beaucoup de choses. Nous, on a déjà tout le tri sélectif depuis 3 ans qui est mis en place, avec des composts. Là, on va rentrer des composteurs, on trie les huiles, on a une société qui ramasse les huiles végétales et animales. Donc du coup, ça c'est quand même un fort plus aussi. Toute, l'électricité en énergie verte. Mmh. Heu, Après, on a changé toutes les ampoules pour passer tout en LED. On a fait beaucoup de changements. Bah, le café faisait partie aussi de ces points-là. Les jus de fruits demandaient à avoir que du local, donc nous, on a éradiqué le truc, on fait on fait de l'extra local maintenant. Mmh. Le vin, bon, bah, ça, c'était quelque chose de facile pour nous à réaliser et après, je sais plus toutes les normes, il y a quand même beaucoup, hein, il y a un cahier des charges qui est draconien pour la troisième écotable, hein. Tous les poissons aussi, il faut que ce soit pêché en France à tant de kilomètres de la côte. Bon, ça, c'était pas un problème non plus parce qu'on utilise que ça ou que des pêches MSC ou des pêches, éco-responsables, des pêches durables. Donc non, bah, après moi j'étais pas très inquiet là-dessus et puis, bah, bon, bah, Mmh. c'est tombé en janvier que la troisième écotable était validée, donc c'est chouette. Ah super et tu en as parlé rapidement au début, mais le zéro déchet, du coup, c'est vraiment une ligne directrice, au restaurant. On peut lire que tu jettes rien. Alors on jette rien, il y a des choses qu'on jette quand même. Oui, Il y a j'imagine des que choses qui sont pas bonnes, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on utilise, ouais. mmh. Les panais, les pots par exemple, on va les torréfier et ça amène des arômes de café dans les plats, donc on fait des beurres avec, on fait des sablés, là on a fait un dessert pané, donc du coup on a fait un sucre glace, pané, pot de panais, Mmh. ce qui amène des petites notes de café dans le dessert, ça c'est rigolo. Là on attaque les asperges et on a fait un bouillon d'asperges brûlées, donc tous les pots d'asperges, on les fait brûler au four et après en infusion. C'est pareil, ça amène des notes, assez spécifiques, un peu fumées et donc du coup on fait un bouillon avec ça, bah, tout ce qui est fan, voilà, on n'en parle même plus, hein, Mmh. ça se déshydrate, on fait des poudres, on fait tout avec. Des chlorophylles, des poudres, des gelées, ça amène beaucoup de techniques derrière, mais c'est passionnant aussi de s'amuser un peu avec tout le produit. Du coup, ouais, ça demande beaucoup de temps, j'imagine même d'expérimentation, pour faire des essais avec ces choses que normalement on jette et des fois Oui, ça doit pas toujours être concluant donc et il y a oui, des ça fois faut se c'est rendre pas compte bon, que hein. c'est du temps, Il y a des fois c'est des trucs, c'est pas bon et puis ou alors des fois c'est les temps. Comme les asperges en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un temps à pas dépasser, sinon on Mmh. avait de l'amertume. Parce que les peaux, on les brûle, mais après on les travaille aussi en frais comme ça dans un bouillon, ce qui aromatise beaucoup, mais si on dépasse un certain temps, donc au début on les laisse 1 heure ou 2 histoire de bien marquer, mais en fait c'est bien pas bon, c'est très amer et c'est horrible à manger et en fait on a trouvé le temps qu'il faut pour.
Donc oui, il y a quand même de la recherche derrière. On baisse pas forcément les bras là-dessus, mais le but, c'est d'arriver à en utiliser le plus, de façon à, pour nous, après, créer plus. Mmh. Parce que c'est des choses qu'on va retrouver à côté de l'assiette. En fait, on a l'assiette pure et ensuite on a l'assiette, avec un petit peu d'éco-responsabilité à gauche, à droite. D'accord. Et ça, tu disais, ouais, ça te vient de ton histoire personnelle, dans ta famille, enfin, voilà, c'était déjà quelque chose, d'inscrit, dans les Ouais, bah, habitudes, c'est oui, ça? oui, moi, je suis issu d'une famille modeste, paysan, moi, quand on allait manger un poulet, on allait au poulailler, on lui cassait la gueule, comme on dit, et on mangeait le poulet à midi, c'est comme ça qu'on faisait. Tout ce qui était cueilli par le grand-père, fallait rien jeter parce que, Mmh. déjà, il s'était fait suer à le faire et puis on se faisait taper sur les doigts, donc voilà, on a appris à pas jeter, à respecter le produit. Eux, ils s'amusaient pas à torréfier des pots de panais, hein, mais s'il restait de la vinaigrette, on ne le jetait pas, Ouais. tout ce qui était, les pépins, tout ça, bah, on donnait aux poules, c'était pas: «On met tout à la poubelle et on verra ce qui va se passer», quoi. Donc les composts, tout ça, moi, enfin, je suis pas choqué qu'on me dise: «Il faut faire du compost». Mmh. Heu, Après, c'est pas facile, ça demande du temps pour tout le monde, mais ça fait beaucoup de choses, puis après quand on le remet dans le jardin, ça pousse mieux en plus. Mais, j'en parlais avec, une invitée, précédente, Marianne qui est traiteur, vraiment très engagée aussi et en fait, on disait que c'est des choses, voilà, que les anciens faisaient. C'est du bon sens même pour la plupart des choses et qu'on a perdu, avec notre société où tout doit aller vite, tout ça. Oui, mais c'est Mais tout à c'est vrai fait que ça, c'est un hein. retour à des savoir-faire, bon après comme C'est tu dis, on faisait pas on torréfiait pas des pots de panais il y a des mais choses qu'on de fait bon sens. et qui étaient faits déjà il y a 50 ans, en fait. C'est juste qu'à un moment, c'est comme labourer les champs, enfin les vignes. À un moment, ils ont mis tous du Roundup parce que c'était plus facile. Mmh, Sauf que le vin après quand il boit du Roundup, enfin la vigne quand elle boit du Roundup, ça fait pas le même vin, quoi. mmh, Après on se dit: «C'est bizarre, ça donne mal à la tête», mais oui, je pense que le Roundup pour l'être humain, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Et aujourd'hui, on en revient à des trucs bio où voilà, bah, on entretient ses sols, puis on s'aperçoit que la vigne, elle va mieux, on s'aperçoit que le vin est meilleur, du coup, là, avec les moments de sécheresse, tous ceux qui travaillent bien la vigne ne souffre plus, en fait. mmh. Bah oui, elle en prend moins plein la tronche, donc on a eu une économie un petit peu, feignante sur un moment où tout devait être facile, rapide, avoir de la quantité et la qualité, on s'en foutait un peu. Et là, maintenant, on revient plutôt sur des Mmh. côtés qualitatifs. Bon, si on a le quantitatif, forcément, pour le business, c'est toujours mieux. Mais ils cherchent la qualité avant tout et le bien de l'environnement et ça, c'est quand Et même bien. justement, est-ce que auprès de tes producteurs, tes fournisseurs, tu as vu l'évolution en 10 ans? C'est plus facile pour toi de trouver aujourd'hui des gens, qui font bien les choses, Alors la dans le seule respect du évolution vivant, qu'il y tout a ça? eu, c'est comme dans le vin, ce que j'ai remarqué, c'est le changement de génération. Ma génération, parce que là, en fait, il y en a beaucoup qui changent, beaucoup de jeunes vignerons, tous les maraîchers, ils ont mon âge, et tous les vieux producteurs, ils sont conventionnels, ils veulent pas en changer. Parce que Mmh. d'une, déjà, ils vont aller à la retraite, ils se disent: «Non mais moi, je vais pas me lancer dans un truc que je maîtrise pas Ouais. à 5 ans de la retraite et puis foirer toutes mes récoltes et puis me retrouver comme un con sur la paille». Donc ils vont maîtriser. Par contre, les jeunes qui reprennent les exploitations, eux sont tous partis dans le bio ou pas forcément chercher le bio-bio, mais voilà, faire les choses bien. Mmh. Faire du raisonné ou faire les choses correctement. Voilà, de façon à sortir une qualité, et préserver cette planète, quoi. Mmh. Et puisqu'on parlait du vin, du coup, je le disais, Delphine et toi, vous êtes tous les 2 passionnés de vin et amoureux de la vigne. On peut lire que vous avez à cœur de faire découvrir les plus belles AOC, de la région et que vous avez une grande, vinothèque. D'ailleurs, j'ai lu aussi que vous avez été sélectionné dans le top 100 des meilleures cartes de vin de France. Ouais, Et d'ailleurs, qui établit ce classement? c'est Terre de Vin. D'accord et vous êtes à quelle place exactement? Alors, ils ont noté les 3 premiers et Mmh. ensuite, nous, on était dans la catégorie gastro, donc on peut estimer qu'on est sur les 40. Dans les 40 étoilés, enfin, restaurants gastronomiques de France, sur une Et base vous de avez 10 000, hein. ah oui! Ouais, c'est pas mal. Déjà arriver Ouais, sur c'est 100, c'est déjà bien parce ouais. qu'en fait, il y a une sélection de 10 000 cartes au départ. Des 10 000, ils en sélectionnent 1 000 et sur les 1 000, ils en sélectionnent 100. Donc déjà d'arriver 100 sur Bah, oui, 1 000, c'est déjà je suis déjà très content et voilà, ça veut dire qu'on a une belle carte des vins. et il y a combien de références d'ailleurs? J'ai arrêté de compter, mais là, on doit dépasser les 800, je crois.
800. Mais comment vous faites? Moi, franchement, je me demande toujours comment vous faites pour vous retrouver dans une cave Ouais. aussi grande. Faut être organisé. Comment, et comment on peut avoir la mémoire de 820 pour bien conseiller, Ah, faut les boire waouh. souvent. Non, généralement, quand on ouvre une bouteille à un client, en fait, on la goûte. Enfin, quand moi je le fais, Delphine le fait moins parce que c'est pas trop son truc. Mais moi, dès que j'ouvre une bouteille pour un client, je la goûte. Mmh. Donc ce qui fait que moi, enfin, ça rappelle les choses, déjà de savoir s'il est bon ou pas, par rapport aux souvenirs qu'on avait eus et aussi de pouvoir, maintenir cette mémoire, du vin. Il faut goûter régulièrement, hein, il y a pas de secret, hein. Alors Mmh. goûter, hein, c'est pas boire la bouteille, c'est pas pareil. Mais voilà, de goûter un petit fond déjà pour savoir si ça vaut le coup de le servir au client ou pas, Mmh. parce que des fois ça peut arriver, on n'est pas dans le vin et avec tous les vignerons qui sont de plus en plus sur le naturel, alors nature, Ça bouge, naturel, c'est des fois il y a des moments où malheureusement c'est pas le moment de le boire, ça peut arriver. Il y a des mauvaises lunes, hein, pour le vin et surtout quand, il y a des vignerons qui sont très lunaires. Donc après voilà, on sait, ça permet de goûter, de se rappeler, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est comme ça qu'on fait, en fait. et sur vos 820, quelle est la part des vins régionaux à peu près? On doit être pas loin du Grosso modo. quart. Ah ouais, Ouais. Alors régionaux, si c'est que Sancerre, mais après si on fait toute la vallée de la Loire, on doit dépasser le tiers. OK. Ouais, parce que la vallée de la Loire, pour nous, ça va quand même de la Touraine jusqu'au Muscadet, donc tout ça font partie des vins du centre Val de Loire, ça en fait quand même pas mal. Après de Sancerre, on en est, il y a plus de 150 références, C'est 200 énorme références. déjà. Ouais, mais c'est bon le Sancerre, c'est pour ça. Et cette passion du vin, elle te vient d'où? Heu, c'est je pense plutôt la passion pour la gastronomie et Mmh. c'est un ensemble. C'est un ensemble. Enfin moi je buvais du vin avec mon père, assez jeune quand même. Fallait goûter tout le temps un petit peu, on goûtait des vieux vins, alors des trucs que j'aimais pas en plus quand on a 15, 16 ans, Mmh. un vin Ouais, qui a le 20 palais, il est ans, pas, ouais c'est raide, hein. Mais je m'en souviens encore. Donc du coup et c'est important de travailler cette mémoire-là assez jeune. Bah, je dis pas qu'il faut en boire très jeune, mais de faire goûter les enfants petit à petit et surtout quand on ouvre des grands vins, mmh. la mémoire est encore plus figée à ce moment-là, ouais. J'ai pas mal de potes vignerons qui font goûter les grands vins souvent à leurs enfants, une petite Ah, larme mmh. une petite larmichette. C'est là, bah, le mauvais épinard de l'école, vous vous en souvenez? Il aurait été bon, vous vous en souviendrez aussi, hein. Donc en fait, la mémoire est vraiment, pas saturée et les enfants ont Mmh. plus de facilité à ce moment-là. À partir de quel âge tu conseilles de faire Je goûter du vin? Moi, je conseille rien du tout, mais une dizaine d'années, ça fait pas de mal. Surtout si on ouvre une Romanée Conti, un Rayas Ouais, ou une Grange des Pères, un truc comme ça, c'est assez important, je pense. Enfin, moi, si OK. j'ai un enfant, un jour, je l'éduquerai, son palais vraiment, assez fin à ce niveau-là, ouais. Bon, moi, j'ai une enfant, mais j'ai pas ce genre de bouteille dans ma cave encore. On sait jamais, un copain qui Ouais, ouvre une Romanée Conti, faut faire goûter. d'accord, Parce que c'est des je choses m'en souviendrai. extraordinaires. Et du coup, cette passion pour le vin, elle influence ta cuisine? Ouais, beaucoup. Beaucoup parce que j'ai une cuisine bien particulière quand même qui est assez, incisante. J'utilise beaucoup de choses un peu acides ou des choses un peu peps, ce qui fait que les vins en face, faut quand même qu'ils suivent et ouais, j'aime beaucoup la finesse. Je suis quelqu'un qui aime les vins plutôt fins, pas trop, j'appelle ça bodybuildé, mais heu, des vins un peu de bûcheron là, très forts, c'est vraiment pas mon truc. J'aime quand c'est équilibré, fin et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le vin, donc du coup, j'en goûte beaucoup, de façon à savoir exactement ce que je mets sur ma carte. J'imagine, du coup, de vous proposer des accords mets et vins pour les menus. Oui, oui. Est-ce qu'il y a, la part de clients qui se laissent, conduire et Oui, qui optent pour ces accords? alors ça va être des jours et ça va être 100 presque alors le 100 c'est très rare, mais un 50 c'est quand même Mmh. assez récurrent, ouais. Bah, surtout qu'on est nous en alors la semaine, on a un petit menu, en 4 services, ce qui fait qu'une bouteille de vin peut aller dessus. Mmh. Surtout un midi, voilà, on fait plutôt un vin coup de cœur plutôt qu'un vin de gastronomie, surtout que ce menu-là est plutôt facile, on va dire. Mmh. C'est pas des menus trop complexes pour les palais, avec des mélanges trop spécifiques. Et ensuite, on a le menu, bah, un peu plus haut où là, on commence déjà à avoir 6 services dessus et l'autre qui a 8 services. Donc
commence à mettre une bouteille sur tout ça, ça devient compliqué et c'est là où, en fait, vaut mieux faire un verre de vin avec chaque plat, qui est en quantité beaucoup plus petite en plus et Mmh. ce qui permet de pouvoir vraiment allier le vin et le plat. Parce que boire un Bordeaux sur un œuf mimosa à la carotte, alors certes, le Bordeaux est sûrement très bon, l'œuf mimosa aussi, mais je suis pas sûr que quand on les met ensemble, ça aille super bien. Donc voilà, après c'est aussi un peu plus pour les épicuriens et qui aiment bien, découvrir aussi des vins à l'aveugle parce qu'on s'amuse, des fois on annonce, des fois on n'annonce pas, Mmh. si les gens sont un peu joueurs, et puis voilà, nous on fait une visite de la France, sur les accords mets et vins. Donc on a quand même la chance d'avoir quand même beaucoup de vignobles et après sur demande, on fait aussi que du local. D'accord. Voilà, pour les touristes, les gens qui viennent nous voir, si c'est des bordelais, forcément, ils vont pas vouloir boire du Bordeaux ou des bourguignons non plus. Même s'ils sont chauvins, ils veulent quand même boire un peu de Sancerre et Mmh. Sancerre, Mentour, Rudy-Quincy, c'est quand même assez sympa parce qu'on est sur les mêmes cépages, mais alors pas du tout les mêmes façons de faire, pas du tout les mêmes terroirs, pas du tout les mêmes climats et on arrive à avoir, 4 à 5 vins complètement différents. Du coup, ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent vraiment, pour ta connaissance du vin. Enfin, voilà, est-ce que tu as une renommée là-dessus dans le coin où il y a des gens qui viennent vraiment en se disant, «Voilà, je vais vivre une expérience culinaire, mais aussi, Ouais, mais il y en a qui viennent pour la carte des vins, hein. Alors aussi parce que, bah, j'imagine ils veulent se 800, faire plaisir, mais ouais. bah, 800 et puis, on reste plutôt abordable. On a les vins que on va de 40 € à 6 000 €. 6 000, j'en ai qu'une et c'est pas celle qu'on vend le plus, mais des vins, voilà, des vins entre 40 et 100-150 €, ce qui reste Mmh. raisonnable sur un étoilé Michelin. On en a quand même énormément, donc il y a moyen de trouver des petites pépites quand on s'y connaît un peu parce que l'avantage qu'on a et le désavantage, c'est qu'on a beaucoup de vins, oui, mais on n'a pas de grands noms. À part Romanée Conti Rayas, bon ça Mmh. tout le monde connaît. Mais après nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le petit producteur. C'est pareil que sur le la cuisine. Je vais pas aller chercher du Chapoutier, du alors ils font des choses bien ces gens-là, j'ai rien contre eux, hein. Mais l'histoire, elle est pas plus belle que si je prends un Saint-Péret de chez un petit vigneron, vous voyez? Mmh. Parce que, bah, des fois, enfin, quand je suis en vacances, je me repose et s'il y a un vignoble pas loin, bon, je vais déguster. Donc et puis j'aime bien voir le viticulteur, voir comment il travaille, sa façon de voir et puis goûter un peu ses vins ensemble, en discuter, c'est toujours passionnant. Parce qu'ils sont tous différents comme nous, les chefs de cuisine. Mmh. Ils ont leurs recettes à eux et voilà, après quand je mets un vin sur carte des vins: «Ah bah tiens, j'étais là-bas, il est sur tel coteau, c'est magnifique, il vinifie de telle façon, il fait de la défût», alors des vieux fûts, des pas vieux fûts, des fûts de 2 vins, 3 vins, 6 vins, que des fûts neufs, hein, après chacun sa recette et voilà, quand on arrive avec le vin sur table, au moins on sait de quoi on parle. Alors Et j'ai pas c'est toi qui dégusté, sources tous les vins? Ouais. oui, oui, je suis en gros sourcing sur le vin. Heu, J'aime bien tout maîtriser moi, donc du coup, comme ça, je suis sûr de ce que j'ai, je goûte, j'ouvre. Ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, tant pis. Je fais pas mal de dégustations, je deviens difficile parce que du coup, j'en sélectionne de moins en moins. Mmh. Mais non, quasiment tout ce qui est rentré ici, c'est moi qui le valide de toute façon. Et voilà, moi je veux maîtriser les stocks, je veux maîtriser, je veux savoir ce qu'il y a, Mmh. parce que quand on a du vin pour faire au verre, par exemple, je regarde ma carte des vins, je me dis: «Tiens, qu'est-ce qui va avec ça? Bourgogne, ça peut être cool» et puis je vois à peu près les millésimes qui sont un peu faits, donc ça me permet de sortir des vins qui sont déjà un peu bien et de faire plaisir aux gens sur des vieux millésimes aussi. Enfin, pas trop vieux parce que c'est plus trop la mode, mais un 26-7 ans, c'est top. Faut pas aller plus loin, mais pour moi, je trouve Mmh. que ça commence à être bien, donc et du coup, ça nous permet de gérer ça de cette façon-là, et de pouvoir ressortir des vins qui sont bien, qui sont prêts et des fois qu'on a envie de goûter, on se dit: «Tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas goûté», bah, on va le goûter. Des fois, ça marche pas du tout l'accord, donc on est obligé de Mmh. boire la bouteille, c'est dommage. Ça permet un peu de voilà, de goûter, de se rappeler et au pire, on se dira: «Bah, tiens, ce vin-là, Mmh. il allait pas avec ce plat, mais par contre, il ira avec celui-là». Donc des fois, on fait des plats juste pour le vin aussi, c'est Ouais, je suis vraiment très admirative, voilà, de cette mémoire, sur autant de références, du moment, de l'histoire qu'il y a derrière, des accords, enfin, ouais, c'est quand on a c'est envie, on apprend tout ce qu'on veut. je suis d'accord. J'étais pas bon à l'école, hein, j'étais le dernier de la classe, je supportais pas apprendre bêtement et quand je fais mon métier, j'étais premier de la classe, mais ma mère y croyait pas, donc c'est juste que je faisais quelque chose qui m'intéressait et moi, Pythagore et Thalès, avec Napoléon, c'était surtout pas mon truc, heu Je suis bien d'accord. et maintenant, quand je suis rentré en gastronomie, voilà, j'ai fait ce qui me plaisait et je l'apprends beaucoup plus facilement, bizarrement.
Ça rentre là et ça reste, Ouais. bien figé et toujours en Oui, parce que tu évolution. sais comment l'appliquer Ouais, et puis c'est c'est concret donc c'est quelque chose qui me plaît et forcément quand on fait quelque chose qui nous plaît, c'est beaucoup plus Je facile. voulais aussi aborder, rapidement le sujet de l'expérience client, Mmh. de tout ce qui se passe autour de l'assiette, qui renforce les histoires que vous avez envie de raconter à vos clients et qui contribuent justement à ancrer le souvenir pour eux. Je pense notamment, tu parles du couteau, je crois que tu fais choisir un couteau, Ouais. au client, un couteau qui a une histoire, qui est un hommage à ton grand-père, tout ça. Alors c'est pas un Déjà, est-ce que hommage tu peux parce me qu'il est parler encore vivant, hein, faudra pas ah, l'enterrer tout de suite le pauvre. par pardon. Non, c'est un souvenir que j'ai avec lui et toujours, hein, parce que, bah, j'ai encore la chance de l'avoir, c'est ce que je disais et de Mmh. partager encore des repas au restaurant ou chez lui et en fait, il y a 3 ans, j'ai mangé chez lui et je le vois sortir son couteau, il le sort, il mange, au fromage, il finit, au dessert, il finit sa pomme et il le plie, il le range et là, je me dis: «En fait, ouais, le rituel du couteau, c'est je le sors, je l'ouvre, ça veut dire qu'on attaque le repas et je le nettoie, je le range, ça veut dire que, allez hop, on passe au café, c'est fini». Mmh. Et du coup, avec Delphine, on s'est dit: Ça serait chouette de pouvoir mettre en place» parce que bon, tous les chefs, ils ont leurs couteaux, tout le monde, un chef qui aime pas les couteaux, c'est pas un chef, hein. Moi, je suis fada de Mmh. couteaux, je me calme, je n'achète pas trop, ça sert à rien mais j'ai quelques très belles pièces de couteaux, chez moi où je me fais plaisir de temps en temps et je me suis dit que partager ce moment-là avec les gens, avec un beau couteau, en plus, c'est l'épicurien de chez Robert David qui, quand on le ferme, ressemble à un cigare. Chose que j'apprécie aussi énormément, des bons cigares, donc je me suis dit que là, on allait allier 2 choses en même temps, donc cette forme du couteau, il a été breveté, donc c'est les seuls à le faire. Je sais qu'il y en aura pas d'autres, en made in China, là, on est sur une Mmh. production à tiers, qui est très, très bien faite avec des bois différents et du coup, on me propose aux gens de choisir leur couteau pour faire un peu ce que mon grand-père fait à la maison, c'est-à-dire on l'ouvre et puis, bah, quand c'est fini, on nous le rend, hein, bien sûr. Il y en a qui ont essayé de les garder, mais on les a récupérés. Et après voilà, c'est vraiment un moment comme à la maison, quoi. Alors on a eu des problèmes au début forcément parce que quand on passe de la viande, du poisson à la viande, alors on a eu des clients qui nous ont dit: «Oui, mais il faudrait changer les couteaux à ce moment-là». Oui, mais mon grand-père change pas de couteau. Ah. Heu, Mmh. donc du coup, faudrait l'essuyer, mais l'essuyer, sur un torchon où on essuie tous ceux des clients qu'on après le covid, je pense que Mmh. vaut mieux que vous l'essuyiez vous sur du pain à la rigueur et enfin, je sais pas, c'est ce qu'on fait nous à la maison, hein. Mmh. Donc après, on a essayé de rentrer ça. Alors au tout début, ça a choqué, hein, parce qu'on a fait ça il y a 2 ans. Hop, sortie de l'étoile, on avait fait ça. Parce qu'avec le covid, on a eu le temps de réfléchir, on a que ça à faire Mmh. et pendant 6 mois, ouais, on a eu quelques réflexions et puis depuis, ils ont pris l'habitude et les gens adorent, en fait. Parce que maintenant, quand les gens viennent au restaurant et qu'ils viennent avec des amis, ils disent: «Ah, tu vas voir, tu vas choisir ton couteau». Ouais. Mais je sais que, il y a un an, j'ai mangé, chez Jacques de Corray et pareil, à un moment du repas alors eux, c'est que pour un plat, c'est que pour le plat de viande. Ils amènent un plateau, mais avec plein de couteaux. Alors c'est plein de différents, de plein de pays différents et tout et c'est marrant parce que, enfin, j'ai passé une expérience incroyable pour ce repas, en 14 plats et tout, mais le souvenir qui me reste le plus, c'est ce moment où j'ai choisi ce couteau, magnifique. Enfin, c'est marrant, tu vois? J'ai mangé tellement de choses que vraiment le souvenir qui me reste, c'est d'avoir choisi ce couteau. Il y avait un côté un peu, je sais pas, enfin, du coup, ouais, je trouve que c'est une jolie attention, quoi. Ouais, puis quand c'est inattendu, en plus de C'est ouais, ça, peut-être, ouais. alors il y a un truc que je déteste, c'est manger avec un couteau qui coupe pas. Mmh. Donc moi à la maison, j'ai toujours nous on a tout en opinel à la maison, donc comme ça j'aime bien quand ça tranche bien comme il faut, j'aime pas la Mmh. viande qui est hachée ou par des couteaux à dents, donc je voulais une belle pièce et quelque chose qui soit utile. C'est pas juste amener un couteau sur table pour amener un Ouais. couteau sur table. Et quand vous le présentez, tu racontes l'histoire? Enfin, vous racontez Alors l'histoire ouais, de les ça, filles de racontent l'histoire du pourquoi ils choisissent un couteau. ouais. C'est pas juste pour leur faire plaisir, Mmh. c'est vraiment pour mettre en hommage, un jour on mettra en hommage mon grand-père, le plus tard possible. Le plus tard possible. Ouais, le pauvre vieux, il vieillit, hein, mais c'est vraiment le plus tard possible, mais voilà, c'est le partage. Moi, j'ai redécouvert mon grand-père il y a je suis parti tellement j'ai bossé 20 ans dans toute la France. Je revenais pas en famille, je faisais pas de repas et en fait, je l'ai pas vu et Mmh. quand je suis revenu, j'ai perdu tous mes grands-parents d'un coup et je me suis dit: «Putain, c'est quand même con», moi, ma femme, elle a pas connu ses grands-parents. Je me dis: Mmh. «Putain, moi, j'ai la chance de les avoir et j'en profite pas». Donc du coup, maintenant, j'en profite à fond. Et donc du coup, on s'est Eh beaucoup ben, rapprochés et puis, bah, on se fait des casse-croûtes régulièrement ensemble parce qu'on est pareil, on aime le vin et la bouffe alors,
On a les mêmes défauts. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres attentions que vous avez mis en place justement, dans le service ou autour des assiettes pour raconter des histoires comme ça? Alors il y en a beaucoup, hein, quasiment, beaucoup de plats ont des histoires. Ensuite on a tous nos petits beurres qu'on parce que moi je suis un fada de pain et beurre. Je pourrais manger ça, au petit déjeuner tout le temps et donc du coup, je trouvais ça, dans beaucoup de restaurants où on allait, on avait un beurre pour toute la table et donc du coup, il fallait attendre ton tour pour te servir du beurre. Moi, je trouve ça chiant et quand on est en dîner d'affaires, bah, c'est toujours un peu gênant de: «Tiens, tu peux pas me passer le Ouais. beurre?» Et moi, je me suis dit: «Je vais faire des petits beurres, mais pour chaque personne». Comme ça, il y a pas de gêne. Voilà, on tape Mmh. dedans quand on veut, c'est gourmand et donc du coup, on a travaillé 3 petits beurres comme ça qu'on a un beurre fermier, bah, tu vois, encore un producteur que j'ai pas cité, un producteur fermier qui nous fait du beurre à côté et ensuite nous, on les aromatise, on fait des beurres aux Ah, orties, par exemple, on était à la chasse aux orties la semaine dernière, on a fait des beurres aux orties. génial. Donc voilà, on fait des petits trucs comme ça et donc du coup, chacun sa petite planchette de 3 beurres, à table, Et est-ce qu'elles reviennent vides à la fin du repas? alors moi, je comprends pas les gens qui les finissent pas, mais bon, ça arrive qu'ils les finissent pas. Souvent des femmes. Je peux Oh comprendre, elles non, font attention à leur ligne. pas moi. Bon, est-ce que tu penses à autre chose, Non, écoute, après, nous, on travaille plutôt sur les saisons. Après, c'est la nature qui guide un petit peu Mmh. notre fil conducteur culinaire. Après, Ouais, c'est une phrase qui revenait sur le site que j'aime beaucoup, «La nature, c'est elle qui décide». Et du coup, vous changez les cartes une fois par mois, c'est ça? on change les cartes, ouais, en fonction des saisons. Ça va dépendre un petit peu, de ce qui se fait, de Mmh. ce qu'on a, mais un mois et demi environ. Peut-être des fois 2 mois, ça peut arriver que les plats restent 2 mois. De toute façon, on a remarqué que les gens ne viennent pas très souvent et puis des fois, moi, il me faut 15 jours pour créer pour mettre en Mmh. place parce Ouais, que j'imagine. entre le moment où la saison vous donne le produit et le moment où elle s'arrête, des fois, moi, quand elle commence, là, on a commencé les asperges, mais ça fait 15 jours que je travaille sur le plat d'asperges. Donc j'ai déjà perdu 15 jours de vente. Mmh. Donc des fois, là, ça peut durer moins longtemps, par exemple. Mmh. Ça se trouve, je vais me faire suer à faire des asperges d'une certaine façon, puis ça va faire 3 semaines parce que, bah, la production sera finie et si c'est pour aller en chercher ailleurs, moi j'arrête quand c'est Ouais. local, après c'est plus possible. Et tu as une visibilité justement là-dessus où les producteurs, ils te préviennent en disant: «Bon, bah, là, Bah, attention, je dans le 3 sais, semaines, c'est fini»? je le sais, non, je le sais une semaine avant ou Ouais. 15 jours avant, grand max, mais généralement c'est une semaine avant. Ils me disent: «Bon, bah, la Oui, semaine donc des prochaine, c'est fois, tu fini, es hein». contraint par le temps, pour envisager un nouveau plat, quoi. Ouais et puis les produits, ils sont pas possibles de garder. Vous mettez les asperges au frais pendant 15 jours. Alors si vous les cuisez, elles vont pourrir et si vous Mmh. les laissez crues, elles vont sécher. Alors l'un dans l'autre, c'est des produits qui sont assez sensibles et après il faut pouvoir les remplacer par contre très vite. Ce qui des fois est un peu chaotique. Mais bon, J'imagine. on y arrive toujours, on y arrive toujours. Bon, c'est ce qui pousse aussi parfois à la créativité. Oui, mais des fois ça m'empêche de dormir. Ah, C'est pas bien. Non, parce que tant que le plat il me plaît pas, je le retravaille. ouais. Là, les asperges, j'en suis déjà 4 ou 5 plats différents et je suis pas sûr que là, ça me plaise encore. Ouais, tout ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément ou en tout cas auxquelles on pense pas quand on déguste un plat, quoi. C'est vrai qu'on Bah, après pense on peut aller, au plus simple, mais dans mon esprit d'éco-responsabilité, on veut tout utiliser un maximum donc bah, on a brûlé, on a fait 2 services. On en a une partie qu'on garde, une partie qu'on garde pas. On a fait des asperges, lacto-fermentées, donc déjà je suis déjà sur 12 jours de fermentation pour avoir l'acidité sans ramener de vinaigre. Après je voulais faire une cuisson qui changeait un peu que de l'asperge cuite à l'eau là, comme tout le monde fait. Donc nous on l'a fait confire au beurre clarifié, de mmh. façon à avoir une asperge plus gourmande un peu et après on la grille au four un peu légèrement et toutes les parures qu'on a reçues des pieds de l'asperge, on les a fait fumer et on a fait une sauce barbecue mais végétale. Donc voilà, on a voulu vraiment traiter l'asperge jusqu'au bout et après on finit avec une hollandaise qui a été montée avec, de la berce, c'est une plante sauvage qu'on trouve qui est assez végétale pour amener la dernière touche végétale au plat et ça a fait 15 jours qu'on est dessus. Waouh! Eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quand ce Bah sera ouais, fini. moi aussi. J'espère que ce sera top. J'ai goûté il y a 2 jours et j'étais pas content. Heu, c'est la sauce qui me plaisait pas, donc là j'ai revu la sauce, parce que pour moi ça doit être gourmand l'asperge, ça Mmh. doit pas être, un truc light.
Non, c'est Mmh. pas possible. Faut du beurre et de la crème ou des œufs, faut quelque chose qui soit pas light. Donc on est parti là-dessus. Maintenant, on va voir, on va retester ça, ce soir et normalement demain, finition et premier plat qui sort demain midi, ouais. Bon, bah, je te souhaite que ce soit la bonne pour ton sommeil. Ouais, c'est gentil. Et pour finir, je voulais revenir du coup sur un événement important de l'année, 2022. Donc l'ardoise du marché est devenue Maison Médard. Est-ce que Ouais, tu peux revenir du coup sur les raisons de ce changement? beh, l'ardoise du marché, c'est comme on disait au tout début de l'interview, c'est que c'était un bistrot à la base et quand on a eu l'étoile Michelin, des gens qui nous en ont parlé, aussi, qui nous ont dit: «Mais pourquoi l'ardoise du marché?» Et en fait, ça faisait pas du tout étoilé Michelin. Donc on a voulu changer de nom, et puis, bah, en fait, c'était très simple. Moi, j'ai eu du mal à accepter que mon nom soit sur une façade, parce que j'ai l'air détendu comme ça, mais je suis quand même quelqu'un d'assez réservé et j'aime pas trop, je suis pas quelqu'un de prétentieux, donc Mmh. pour moi, c'était un peu prétentieux de mettre mon nom sur un j'ai mis, 6 mois avant d'accepter et de dire: «Oui, on va le faire». Parce que bon, bah, c'était toute une équipe de com, hein, qui était derrière moi et qui m'ont proposé des choses et celui-là, je voulais pas en entendre parler. Mmh. Puis après, un jour, on a discuté avec, bah, je crois avec ma femme et puis on s'est dit: «C'est quand même con, on va pas appeler ça, au petit bout de rien», alors que l'évidence était devant nous, en fait. Mmh. Et donc voilà, bah, on est parti sur ce nom-là qui représente une maison. On accueille comme à la maison, on a les couteaux comme à la maison, on a les petits beurres comme à la maison. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vivre un moment convivial et familial, dans une gastronomie haut de gamme. Très bien et donc aujourd'hui, tu te sens à l'aise avec ça? Ouais, maintenant c'est passé, ça va mieux. Et du coup, pour concrétiser cette évolution, j'ai eu la chance de travailler sur, votre identité visuelle. Ce Ouais, changement de logo, il signifiait quoi pour toi? Est-ce que ça a changé quelque chose, pour toi, pour le restaurant, pour les clients? bah, c'était important de on va utiliser le mot qui est quand même, bien dans le logo, c'était enraciner ce qu'on avait déjà commencé à faire. Donc on a enraciné le nom Médard, on a enraciné cette maison et tout le concept qu'on avait nous mis déjà au point dedans. Donc quand, forcément tu nous as proposé des racines, dans le logo, ça nous a tout de suite parlé, et ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire. Enfin, c'était vraiment dans le mille, quoi. C'est si j'avais pas eu, cette idée-là, c'est quelque chose sur lequel on serait venu plus tard, je pense. Et est-ce que tu penses qu'au niveau des clients, enfin, est-ce que, par la façade, tout ça, est-ce que tu penses que ça a un impact aussi sur, la perception que les clients ont de Maison Médard, de la cuisine, de Alors c'est pas des choses avec le sur lequel on parle, on en a un peu parlé au mmh, début avec les gens parce que forcément c'est nouveau, ouais, «Ah c'est joli et tu fait des racines?» Oui, enfin pas que ça, mais c'est une vraie histoire derrière et il y en a beaucoup qui ont compris. mmh, Surtout quand on va sur le site internet et qu'on a mis en place, je sais plus le nom technique, la petite du animation, ouais voilà mmh, l'animation, visuelle du logo. Là, ça prend tout son sens quand on l'a à ce moment-là et il y en a beaucoup qui comprennent et qui disent: «Non mais c'est carrément vous quoi, c'est» donc du coup oui, c'est quand même assez important de toute façon tout ce qui est communication visuelle, je pense qu'on fait pas ouais. n'importe quoi, n'importe comment, hein. Moi, je dis que c'est surtout un prétexte pour vous, pour raconter justement votre histoire, vos valeurs, ce qui est important, quoi. Ça ouvre la discussion justement avec les gens, et Ouais, voilà. C'est un prétexte pour moi pour ouvrir la discussion. ouais, ouais, mais ça on en a beaucoup discuté avec les gens au début et puis, bah, maintenant, ça s'est un peu Mmh. tassé. On n'en parle plus, après voilà, on a un super site internet, la com est top dessus, les cartes de visite, ça a rien à voir avec ce qu'on faisait avant donc alors après est-ce qu'on a un impact, réel sur le taux de remplissage? Je sais pas Ça, parce par qu'on est rapport au site, tu le vois peut-être, non? Est-ce que le changement, la refonte du site, a eu un impact ou ah, pas? tu sais, on a ouvert en plein macaron Michelin, derrière le Mmh. covid, on s'est fait tartiner pendant presque 2 ans de suite, c'était depuis Ouais. 2021 là, ça a commencé à ralentir seulement en janvier de cette année, tu vois? Donc non, décembre, mi-décembre, ça a Mmh. commencé à se tasser un peu l'étoile. Sinon depuis 1 an et demi, c'était plein midi et soir tout le temps, c'était tous les jours samedi, c'était un peu l'euphorie donc là, on a repris un rythme de croisière, plutôt normal, on va dire.
on arrive dans l'été, donc ça va recartonner. Donc c'est vrai Mmh. que sorti de tous ces événements, Ouais, c'est la difficile. refonte du Ouais, en site même en temps, plein milieu. ça fait 4 ans où il y a pas une année normale, quoi, donc Ouais, donc du coup, on sait pas trop. Alors ouais. je pense pas que c'est ça qui fait que, heu, après on a une grosse clientèle, ça réserve de mieux en mieux, donc déjà le site d'avant était un peu, merdique, on va dire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus qualitatif, c'est plus en lien avec, ce qu'on fait nous aujourd'hui. Enfin, il y a pas photo, hein, si Mmh. tu te rappelles les 2, ça avait rien à voir, donc voilà, je pense que ça, c'est très important. Puis ça montre vraiment, voilà, un site internet étoilé Michelin, ça doit être beau. Ça doit Bah et donner puis envie. les textes sont super bien écrits, enfin, ça raconte vraiment bien, votre histoire. Je trouve que c'est vrai qu'il est vraiment bien réussi. Ouais, ouais, et puis enfin, c'était un engagement qu'on voulait aussi, le visuel pour nous, c'est avant que les gens viennent chez nous, ils passent par le site. Donc si on leur donne pas envie au site ou sur une carte de visite qui va être présentée, vous voyez une vieille carte de visite de chez Vistaprint, merde, j'aurais pas dû dire la marque. Mais non qualitative, tu vois? En papier glacé pourri et tu Ouais. dis, «Tiens, ça c'est un macaron Michelin». Tu dis: «Ouais, ouais». Alors soit il est très, très bon et il marche très, très bien ou soit il a pas besoin de com. Mais je pense qu'on doit être bon sur tous les paliers, on doit pas être bon que en cuisine. C'est vraiment tout le reste, nous on est une équipe de com maintenant, bah, tu le sais bien, Mmh. et depuis qu'on a changé notre communication Facebook et Instagram, je suis pas sûr que ça m'amène des clients, mais par contre j'ai des gens qui me disent: «Purée, c'est vraiment top ce que vous faites, c'est Ouais. très qualitatif, c'est bien fait, c'est bien écrit». Donc ça les a fait pas venir au ça les fait peut-être Oui, pas bah, venir aujourd'hui, c'est ça, il plus reste tard. à le facteur, distance, enfin, Ouais, géographique, des géographique des gens qui te fois, découvrent sont pas forcément à côté, mais mais plus ça va, plus ça s'étale et on a des clients qui sont venus grâce à ça. Mais après combien, là on mmh. peut pas quantifier, les choses et puis je vais pas commencer à fliquer tous mes clients, mais Ouais. ceux avec qui on en parle, on sait qu'il y en a qui viennent par Instagram. Pour revenir, je voulais ajouter un truc par rapport à tes supports de communication. Du coup, tu parlais de la carte de visite, tout ça. Je voulais juste rappeler qu'on avait, pour encore une fois aller encore plus dans ton engagement, éco-responsable, on avait choisi des papiers, Ah oui? recyclés, issus de déchets de l'industrie Mmh. agroalimentaire. Enfin voilà, c'est vrai que le choix du papier, on a opté Ouais, il y pour avait des des litres vin impressions aussi, je qui crois, dedans. ouais, c'est ça, c'est les déchets du raisin qui restent à la fin, Ouais, les lits, ah voilà, tu as le et on a opté pour des impressions qui utilisent le moins d'encre possible. Enfin voilà, c'était des des encore une petits fois dans ta détails, mais volonté, le logo même les il est, cartes, hein. Les cartes ouais, du ouais, restaurant sont écrites sur du papier recyclé. mmh. Les, le logo lui-même, il est, éco-conçu, il y a pas trop d'ancrage, tout ça donc voilà, c'était pour, aller encore une fois dans ton pour renforcer encore une fois cette démarche, Oui, parce que c'est vrai que quand on met tout bout à bout, il y a quand même une démarche qui est quand même assez complexe. oui, bah, C'est pas vous juste avez on recycle commencé des pots, hein. oui, c'est ça, vous avez commencé à faire un peu votre cahier des charges éco-responsable et ça fait quand même beaucoup de choses, au final que vous avez mis en place donc Ouais, énormément, ouais. Ouais, ouais. Beaucoup, 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 parce que ça va jusqu'aux baskets des serveurs qui sont, en cuir recyclé, ouais. ah! Et logotés avec ton magnifique logo aussi. Elles sont ergonomiques, la semelle est très agréable, elles sont très jolies et voilà, c'est éco-responsable parce que c'est fait qu'avec du recyclage et ça, c'est top. Les serviettes, on n'a pas parlé des Ah oui, serviettes, et les ouais, serviettes aussi en lin, ouais. avec du lin normand tout transformé en France et vous étiez les premiers à le faire mais qu'ils ont ouvert maintenant leur gamme de serviettes pour les restaurateurs. On va finir là-dessus, voilà, pour montrer à quel point vous êtes allés loin dans vos engagements. Je vais finir du coup avec les quelques, questions rituelles. Est-ce que tu te souviens est-ce que c'est quoi ton plus fort souvenir, gustatif, culinaire, la meilleure chose que tu aies mangée ou bu? Bah, bu, c'est facile, hein, c'est un Latache de chez, de la Romanée Conti en 2016. Ça, c'était fantastique. Après, manger, une soupe au Japon. J'ai mangé un super udon au Japon, dans un tout petit bar, tout perdu, tout bizarre. Et on était 4 dans le restaurant, c'était tout petit. Et l'autre, il servait des soupes avec du porc confit dedans. Je savais même pas qu'on pouvait mettre du porc, dans des bouillons comme ça. C'était magique. Une soupe. Bah, écoute, super. Est-ce que tu as une marque coup de cœur à partager? Un produit d'épicerie fine, un produit alimentaire que tu conseilles et recommandes?
Bah, vu que je suis que sur des produits locaux, c'est plus compliqué, Ouais. enfin, qui viennent dans le Berry, quoi. Non, bah, Et partage, il y partage. a il y a le safran du Berry, qui est en bio à côté de chez nous là, qui pour moi me rappelle les plus grands safrans d'Iran. OK, très bien. Est-ce que tu te souviens avoir déjà fait un achat, impulsif, par rapport au design, à l'identité visuelle? Par exemple, dans une épicerie fine, avoir acheté un truc juste parce que le produit était beau, sans en avoir besoin? Alors ça a dû m'arriver, hein, parce que moi j'aime bien quand c'est joli, mais des fois ça sert à rien. Non, mais c'est vrai, mais des fois tu as le packaging qui est joli, tu te dis, Ouais, ça va être aussi bon que c'est beau et puis en fait, exactement. bah, tout le truc, tu dis: «On avait acheté des sardines comme ça, au Portugal», truc à la con, hein, et ils vendent ça dans des boîtes comme comment ça s'appelle? Des lingots d'or. En fait, Mmh. dedans, c'est juste une sardine à l'huile basique que tu payes, 50 € plus cher. D'accord. Mais bon, tu as des lingots d'or en sardine, donc on les a pas ouvertes les autres, on a gardé les lingots pleins. Mais le packaging est très joli et c'est vrai que c'est joli, tu rangé dans une boîte, tu as des lingots d'or de sardines, mais en fait, ce qu'il y a dedans, tu acheté une sardine saupiquée, c'était pareil. Ouais. Bon, d'où l'importance, moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit, «Si c'est beau, le client viendra, si c'est bon, il reviendra». C'est pas faux. Nous, avec l'identité visuelle, on fait encore une fois le premier pas, mais il faut que la promesse, elle soit tenue derrière, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais, parce que tu vois, des lingots d'or, j'en aurais bien racheté aux sardines, mais là, non, ça vaut pas le coup. Tant pis. Et enfin, est-ce que tu as des actualités à partager? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler? Mais j'ai beaucoup de représentations à faire dans le coin, mais voilà, on fait des châteaux. Là, on peut en parler, c'est pas encore sorti, mais on fait un week-end hors les murs, de Maison Médard qui va aller s'installer au château de Buran-Lure, le petit château Ah de super! Bouleret. Et donc du coup, on va faire tout un repas de la Maison Médard, mais dans un château médiéval qui nous est loué par les propriétaires. Et donc du coup, ça, c'est le prochain petit truc qu'on met en place, Ah génial. C'est quand? le 24 et le 25 juin. Donc les réservations seront pas encore ouvertes parce qu'on n'a que 20 places par service, on fait 4 services et on n'a que 20 places, donc Oui, donc ça va ça partir, fait 10 couples, c'est pas beaucoup. Et puis on veut faire une grande table de banquet, on veut pas faire un restaurant, on veut faire un banquet, royal. génial! Comme on faisait dans le temps, tout le monde ensemble et voilà, tout le monde partage, le même moment, au même endroit. J'adore. Écoute, je suis sûre que ça va être pris d'assaut, victime de son succès et Je pense. peut-être que ce sera, reconduit du coup. Oui, c'est peut-être quelque chose qui, si ça marche bien, tous les ans, on le fera, mais qu'une seule fois par an parce que voilà, si on veut garder ça, Mmh. un peu exclusif, faut pas le faire en intensif. Donc voilà, on le fera seulement à une certaine période, avec des thèmes différents peut-être, on verra. Là pour l'instant, il y a pas de thème, on veut faire la cuisine de Médard là-bas, après, voilà, peut-être qu'on fera venir des vignerons, des champenois, je sais pas. Ah super. Oui et d'ailleurs est-ce que tu fais des événements parfois avec les des vignerons? Alors on fait une soirée, ouais, champenois, parce que je suis ambassadeur de la marque Philippona. Une fois par an, on fait un dîner en représentant la maison, avec des champagnes, un peu extraordinaires des fois, de la cave personnelle des patrons. Waouh! J'ai la chance d'avoir quelques belles bouteilles, et ensuite on fait plutôt des menus à thème, au moment de la saison. Donc on fait menu Maury, on fait Mmh. des menus truffes, qu'est-ce qu'on a fait? Menu homard, on arrive bientôt sur le menu homard là, au début de l'été. Menu champignons, et du coup, en fait, le but, on s'éclate de la mignardise salée à la mignardise sucrée en passant par le dessert, à tout travailler avec le même produit. Donc les champignons en dessert, la truffe en dessert, Génial. le homard en dessert, ce qui est assez rigolo. Le homard en dessert? Ah, on a réussi à le faire, je vous dirai pas comment. Il faudra venir manger parce que Ouais. ça m'a demandé beaucoup trop de recherches pour pouvoir y arriver. Donc ceux qui veulent, ils auront qu'à venir au mois de juillet manger du homard chez nous. C'est noté. Voilà. Et justement, c'est les gens qui veulent te contacter, sur quel, canal privilégié ils peuvent, entrer en Alors contact avec le toi? plus facile aujourd'hui, c'est le site internet, en réservant sur ZenChef directement, parce qu'on n'a pas assez d'employés malheureusement, et le téléphone, puis trouver du personnel qui Mmh. convient à notre cuisine, à nos valeurs, parce qu'il faut quand même qu'ils rentrent dans nos valeurs. On a un peu plus de mal, au niveau du téléphone, donc moi je le prends, mais je peux pas être, avec un couteau dans les mains et un Mmh. téléphone, ce qui est assez difficile et dangereux en Bah, faut pas que plus. tu te Ouais, trompes, c'est quoi. ça, ouais, faut pas que je fasse n'importe quoi. Et parce que nous, entre midi et deux, on n'a pas le temps de répondre au téléphone. On se privilégie aux clients qui sont là, c'est eux qui sont importants à ce Bien sûr. moment-là.
et ensuite on répond au téléphone après le service, quand on a une fille qui est disponible. Donc c'est plus facile de nous avoir par internet, sur le support ZenChef. Et du coup, bon, c'est pas le sujet de ce podcast, mais je sais que le recrutement, c'est difficile. Si jamais vous êtes à la recherche de poste là, si tu veux faire une petite annonce Ouais, pour pas qu'il y ait... on Oui, cherche un chef de rang en service, ouais, ouais, et un chef ok. de partie en cuisine. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Quelqu'un qui a envie de faire des trucs avec des pots d'asperges. Et apprendre à faire du homard en dessert surtout. Ah, le homard en dessert, ouais, ça c'est génial. Eh bien, merci beaucoup Julien, merci pour ton temps, Je merci t'en pour prie, tout Audrey, ce que tu nous as partagé. C'était vraiment passionnant. avec plaisir. Je suis ravie. Je t'en prie. Merci À beaucoup. bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.